Bonjour et bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Nous sommes le 27 juin 2023. Naël, 17 ans, est tué par un tir policier lors d'un contrôle routier à Nanterre après un refus d'obtempérer. Sa mort déclenche des violences urbaines d'ampleur en France. Véhicules incendiés, bâtiments dégradés, élus menacés de mort. Ces violences, au cœur de l'été, marquent la France. Et l'on découvre que les auteurs de ces faits graves sont jeunes, parfois très jeunes. En réponse, Gabriel Attal, alors Premier ministre, veut provoquer un sursaut d'autorité. Il veut réformer la justice des mineurs sur la comparution immédiate ou encore l'excuse de minorité. Mais le projet de loi ne verra jamais le jour en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Devenu alors chef de file des députés Ensemble pour la République, l'ex-premier ministre dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale avec deux objectifs: mieux prévenir la délinquance des mineurs et renforcer les sanctions à l'égard des parents de ces mineurs délinquants. Explication du rapporteur Jean Terlier qui défend son texte devant la commission des lois, très divisée, vous allez le voir. Je donne immédiatement la parole à notre rapporteur, Monsieur Jean Terlier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme vous le savez, la justice pénale des mineurs est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai été effectivement rapporteur d'une mission d'information aux côtés de notre ancienne collègue Cécile Untermaier, que je tiens à saluer ici, sur la justice des mineurs en 2019. J'ai également été rapporteur du projet de loi qui a donné naissance en 2021 au Code de la justice pénale des mineurs. Et enfin, en mars 2023, nous avons remis, encore avec Cécile Untermaier, un rapport d'information sur la mise en œuvre de ce code. La justice pénale des mineurs fait aujourd'hui face à un défi majeur: répondre à une délinquance des mineurs de plus en plus préoccupante, tout en préservant sa nécessaire spécificité. Je souhaiterais développer brièvement ces deux aspects, si vous me le permettez. Tout d'abord, sur le constat d'une délinquance des mineurs qui est de plus en plus préoccupante. Il nous manque, et je suis le premier à le déplorer, une grande étude statistique commune police-justice sur la délinquance des mineurs. Cependant, les chiffres qui m'ont été transmis notamment par la Direction nationale de la police judiciaire dans le cadre de mes travaux sont alarmants. Si la proportion des mineurs dans la délinquance totale est restée stable depuis 2010, bien qu'à un niveau particulièrement élevé, environ 20%, ce qui interpelle est l'aggravation des faits commis par des mineurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. À titre d'exemple, entre 2002 et 2019, les mineurs mis en cause pour coups et blessures sur personnes de moins de 15 ans ont augmenté de 350%. De façon plus générale, les mineurs sont surreprésentés dans les infractions violentes, alors que les mineurs de 13 à 17 ans constituent environ 6% de la population. Ils représentent en effet en 2023 40% des mises en cause en matière de vol violent, 37% des violences avec arme blanche, 40% des incendies contre les biens publics ou encore 43% des cambriolages violents, homejacking en Île-de-France. Lors du déferlement de violences qu'a connu notre pays durant les émeutes de 2023, un tiers des personnes interpellées étaient des mineurs, dont 62% avaient 16 ans et plus. Les mineurs représentant au total près de 30% des personnes condamnées pour leur interpellation dans ces émeutes. L'illustration la plus alarmante de cette désinhibition de la violence est l'accroissement continu des mineurs mis en cause pour meurtre sur fond de narcotrafic ou de rixes entre bandes. Ils étaient 108 en 2016, ils sont 255 en 2023. L'actualité récente à Marseille, mais pas seulement, je pense à la récente fusillade à Poitiers par exemple, rappelle que les narcotrafiquants n'hésitent plus à recruter des mineurs sur les réseaux sociaux pour commettre des homicides en contrepartie de quelques milliers d'euros. Dans ce contexte, la justice des mineurs doit apporter une réponse pénale à la hauteur des enjeux sécuritaires, mais sans renier sa spécificité. Car les mineurs délinquants, tout délinquant qu'ils soient, restent des mineurs. Ils n'ont pas le même discernement qu'un majeur. Les mineurs délinquants sont aussi bien souvent des mineurs en danger. 2 tiers des mineurs placés en centre éducatif fermé ont aussi été suivis par les services de la protection de l'enfance. Inversement, 1 tiers des mineurs suivis par la protection de l'enfance font l'objet de poursuites pénales à un moment de leur parcours. Ce lien entre enfance en danger et enfance délinquante, qui est au fondement de la spécificité de la justice des mineurs, ne doit pas être occulté. Ces exigences particulières de la justice pénale des mineurs s'articulent autour de 3 grands principes: l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, la primauté de l'éducatif sur le répressif et enfin la spécialisation des juridictions. Ces 3 exigences ont une valeur constitutionnelle puisqu'elles ont été reconnues par le Conseil constitutionnel comme constitutives d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.
pour adapter la réponse pénale à l'aggravation de la délinquance des mineurs tout en respectant ces principes fondamentaux. Beaucoup a déjà été fait dans le cadre du Code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur en septembre 2021. Cette réforme va en effet bien au-delà d'une simple codification des dispositions de l'ordonnance de 1945. Elle renouvelle en profondeur le déroulement du procès pénal du mineur en introduisant le principe, sauf exception, d'une césure du procès pénal entre l'audience sur la culpabilité et l'audience sur la sanction, tout en les insérant dans un cadre temporel étroit. Avec l'audience sur la culpabilité, le mineur délinquant est ainsi mis en phase de ses responsabilités plus rapidement, tandis que la période de mise à l'épreuve éducative permettra de prendre en compte son évolution lors de jugement sur la sanction. Quant à la victime, elle peut se faire indemniser dès le jugement sur la culpabilité. Cela a permis d'avoir une réponse pénale plus réactive et donc plus efficace grâce à une réduction significative des délais de jugement. La durée moyenne d'une procédure est aujourd'hui de 8 mois contre 18 mois avant la réforme de 2021. La rationalisation des mesures éducatives, la simplification des présomptions relatives au discernement ou encore la réduction de la détention provisoire constituent les autres mesures clés de cette réforme. Les personnes que j'ai auditionnées m'ont confirmé les effets globalement positifs de cette réforme en termes de célérité, de simplification de la procédure, de renforcement de la prise en charge du mineur délinquant et de meilleure prise en compte des victimes. Si je salue la mise en œuvre du Code de la justice pénale des mineurs, il est aujourd'hui nécessaire de compléter cette réforme sur 2 points essentiels qui n'ont certainement pas fait l'objet de l'attention qu'ils méritaient lors de la création du CJPM. D'une part, la responsabilisation des parents mineurs délinquants et d'autre part, l'adaptation de la procédure pour les mineurs récidivistes âgés de plus de 16 ans qui commettent les infractions les plus graves et les plus violentes. Tel est l'objectif de cette proposition de loi portée par Gabriel Attal. Sur le volet de la responsabilisation des parents, il ne s'agit naturellement pas, mes chers collègues, de s'en prendre aux parents de bonne foi, qui font leur meilleur effort pour élever leurs enfants et qui sont tout simplement dépassés par le comportement de leurs enfants délinquants. Ces parents relèvent naturellement de l'accompagnement social et éducatif. En revanche, d'autres parents se soustraient sciemment à leurs obligations envers leurs enfants. Les acteurs de la justice des enfants les reconnaissent bien volontiers. Beaucoup de pères, notamment, se désintéressent totalement du sort de leurs enfants en ne se présentant pas aux audiences, notamment. Bien plus, les défaillances de certains parents peuvent conduire leurs enfants sur le chemin de la délinquance. Ce sont ces parents qu'il convient de responsabiliser davantage, voire de sanctionner. La proposition de loi s'y attache au travers de ses 3 premiers articles. Le premier article facilite l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales, crée une circonstance aggravante quand une soustraction qui a conduit l'enfant mineur à commettre des délits et des crimes. Le second article crée une obligation pour les parents de déférer aux convocations du juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative. Et enfin, le troisième article instaure une responsabilité civile de plein droit des parents pour les dommages causés par leur enfant mineur. Sur le versant de l'adaptation de nos procédures maintenant, la philosophie de ce texte, voulu par le Premier ministre Gabriel Attal dans sa déclaration de politique générale, n'est pas, comme pourrait le suggérer à tort, de bousculer les principes applicables à la justice des mineurs. Les procédures pour les mineurs ont fait l'objet d'une refonte récente par l'adoption du CJPM. Ayant été rapporteur de ces textes, qui a permis l'adoption de ce nouveau code, je puis dire combien cette réforme était nécessaire. Elle a permis de rendre plus lisible, plus cohérente la procédure en matière de justice pénale des mineurs en contribuant à la simplifier. Il convient toutefois aujourd'hui, au-delà de cette simplification, d'engager un travail notamment pour accélérer cette procédure, et j'y reviendrai. S'il est primordial que la réponse judiciaire intervienne dans les délais utiles, cela est d'autant plus vrai en matière de justice des mineurs, pour lesquels il existe une réelle vertu pédagogique de l'audience et du jugement. L'article 4 de cette proposition de loi instaure une procédure de comparution immédiate adaptée pour les mineurs. Pour des faits d'une particulière gravité, il doit être permis au juge de juger rapidement le mineur en cause. Cette procédure rapide permettra de redonner du sens à la réponse judiciaire en offrant une possibilité d'action au plus près de la commission des faits. Un jugement à bref délai me semble en effet tout indiqué pour répondre à la délinquance particulière des mineurs dont la situation se caractérise par une évolution rapide de leur personnalité. Cette nouvelle procédure est spécifique aux mineurs. Il ne s'agit donc pas de dupliquer les dispositions du Code de procédure pénale applicable aux majeurs dans le Code de la justice pénale des mineurs. Cela ne serait ni souhaitable, ni conforme aux exigences constitutionnelles particulièrement applicables en la matière. En tant que rapporteur, j'ai souhaité apporter un soin particulier à la sécurisation de cette nouvelle procédure et garantir son adaptation aux finalités particulières de la justice des mineurs.
À l'issue des auditions et du travail préparatoire que j'ai mené, j'ai souhaité mieux encadrer ce dispositif. Je vous proposerai donc, par amendement, de renforcer les garanties applicables à cette nouvelle procédure. L'article 5 poursuit quant à lui cet effort d'adaptation de nos outils juridiques à la nouvelle physionomie de la délinquance des mineurs. Il facilite les dérogations aux règles d'atténuation des peines applicables aux mineurs. Nous aurons l'occasion d'en débattre tout à l'heure, mais je veux d'ores et déjà souligner que cet article n'a nullement vocation à remettre en cause le principe, à valeur constitutionnelle, d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Comme je l'ai dit, il s'agit de faciliter les dérogations à son application, exceptions qui sont déjà prévues par la loi. Les modifications qu'il intègre à la loi sont mesurées et circonscrites à des cas spécifiquement définis, ceux des mineurs multirécidivistes qui ont commis des crimes et des délits graves d'atteinte aux personnes, ou d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de ces personnes. Comme j'ai déjà dit, j'ai veillé en tant que rapporteur à la solidité juridique de l'ensemble de ces dispositions. À l'issue des travaux, j'ai acquis la conviction que ces dispositions vont de bon sens et répondent aux évolutions sociales observées dans la délinquance des mineurs. Pour conclure, je vous remercie pour votre attention et formule le vœu que notre commission parvienne à faire évoluer ce texte avec raison, volontarisme et dans le respect des exigences constitutionnelles applicables à la justice pénale des mineurs. Je vous remercie. Cette proposition de loi pour durcir la législation sur les mineurs est soutenue par les partis du camp présidentiel. Elle est aussi relativement bien accueillie par la droite républicaine qui a elle aussi déposé un texte similaire pour faire évoluer la justice des mineurs, mais qui estime toutefois que la proposition de loi examinée ne va pas assez loin. De son côté, le Rassemblement national salue lui aussi le signal de fermeté envoyé par cette initiative législative, mais avec plusieurs réserves. Nous en venons aux orateurs pour chaque groupe. Madame Sylvie Josserand pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi se limite à son titre aguicheur. Le but affiché de l'intitulé n'est nullement décliné dans le corps de la proposition, laquelle se révèle sans aucune portée au plan pratique. Pire encore, si elle devait être adoptée en l'état, cette proposition de loi illustrerait à nouveau l'impuissance à laquelle se trouve confrontée l'institution judiciaire. Ainsi, s'agissant de l'article 4 qui crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs âgés d'au moins 16 ans, quiconque a mis un jour les pieds dans un greffe de tribunal pour enfants n'ignore pas que l'audiencement d'un dossier dans les 4 jours ouvrables est à moyen constant pure gageure. L'effet pervers sera le constat de l'impuissance judiciaire, sanctionné au terme de cette proposition de loi elle-même par une remise en liberté d'office. Cette proposition de loi révèle encore une grande méconnaissance des réalités factuelles et juridiques. Ainsi, s'agissant de l'article 2 qui prévoit la possibilité pour le juge des enfants, en matière d'assistance éducative, de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne défèrent pas aux convocations. Méconnaissance factuelle car les parents, dans leur grande majorité, viennent aux audiences. Ils y font acte de présence. Méconnaissance juridique, car l'impécuniosité des parents conduira le magistrat à ne pas prononcer cette amende ou empêchera son recouvrement par l'huissier. Cette proposition de loi fait encore une distinction sans pertinence entre les crimes et délits d'une part et les contraventions d'autre part. Ainsi, en son article 1er, elle envisage l'aggravation de la peine encourue, portée de 2 à 3 ans d'emprisonnement, par l'auteur du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales en cas de commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits. Cette écriture revient à ignorer que parmi les infractions commises par les mineurs, nombreuses et même majoritaires sont des contraventions. Ce sont notamment les atteintes aux personnes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours, ainsi que les dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger. Pourquoi l'aggravation de la peine encourue par le parent défaillant auteur du délit de soustraction à ses obligations légales serait-elle limitée aux crimes et délits commis par le mineur, alors même que les contraventions précitées sont légion et empoisonnent le quotidien de nos concitoyens ? Cette proposition de loi emporte encore des effets pervers. Ainsi, en son article 3, elle envisage de légaliser la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte de l'arrêt du 28 juin 2024, qui pose une responsabilité de plein droit des titulaires d'autorité parentale. Toutefois, par une lecture sans doute trop rapide de l'arrêt, la proposition de loi ignore la configuration dans laquelle le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. L'effet pervers est que les parents restent responsables, malgré le placement de leur enfant mineur sous la surveillance d'un tiers. Disons-le clairement, cette proposition de loi n'est pas à la hauteur des enjeux de tranquillité et de sécurité publique qu'emportent la délinquance et la criminalité des mineurs dans notre société de 2024.
Toutefois, par son existence même, cette proposition présente 3 intérêts. Le premier réside dans l'affirmation de la volonté de redonner à l'autorité judiciaire le rôle qu'elle n'aurait jamais dû perdre vis-à-vis des mineurs délinquants, dont le sentiment d'impunité qui prévaut depuis plusieurs décennies est un facteur majeur de passage à l'acte. L'affirmation du rôle de la sanction pénale dans l'éducation est un message fort à leur attention. Le deuxième intérêt de la proposition réside dans l'approche non dissociée des mineurs et de leurs parents. S'il est des parents dépassés, il en est aussi dont la passivité interroge face au comportement infractionnel chronique de leur progéniture. L'affirmation de la responsabilité des parents, c'est-à-dire de leur aptitude à répondre de leurs propres actes face à la délinquance du mineur, est un second message fort. Le troisième intérêt réside dans le refus d'une bienveillance naïve, trop longtemps accordée à des mineurs délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, de plus en plus nombreux. Le durcissement de la réponse pénale par l'exclusion de plein droit, certes encore fort conditionné de l'excuse de minorité, est un troisième message de fermeté qu'il convient de saluer, étant toutefois rappelé qu'il s'agit d'une mesure prônée de longue date par le Rassemblement national et qui a donné lieu à plusieurs propositions de loi. Aussi, en l'état de ces 3 intérêts, le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Madame Miller pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nos principes sont dépassés. Il ne s'agit pas de mettre les mineurs en prison, il s'agit de remettre dans le droit chemin ceux qui s'en écartent en leur faisant le plus tôt possible prendre conscience de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Chaque délit se doit d'être sanctionné, a fortiori ceux perpétrés par les multirécidivistes, trop souvent mineurs et animés par un sentiment d'impunité nourri à la source des simples rappels à la loi, censés répondre à la multiplication de faits avérés. Les petits caïds, je les avertis, ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient, la République, oui, la République vous rattrapera. Ce sont des sauvageons. L'excuse de minorité doit pouvoir être remise en cause dans un certain nombre de situations. Chers collègues, de toutes ces citations, une seule vient d'une personnalité de droite, Nicolas Sarkozy. Toutes les autres émanent de la gauche, de François Hollande à Bernard Cazeneuve, en passant par un texte collectif du Parti socialiste et par Didier Migaud. Tout cela pour vous dire, chers collègues, que sur ce sujet de la délinquance des mineurs, il faut sortir des postures et regarder comment être les plus efficaces possibles, évidemment sans sortir de notre cadre constitutionnel et du droit européen. Il n'est pas interdit, en effet, d'observer qu'une majorité de nos compatriotes constate que la justice des mineurs pourrait mieux fonctionner. Il n'est pas interdit non plus de transformer en acte le discours sur le retour de l'autorité que nous sommes nombreux à tenir dans cette enceinte. C'est le premier objectif de cette proposition de loi. À travers l'article 4 et l'article 5, nous envoyons un premier message, celui d'une procédure plus adaptée à la violence que l'on connaît chez les mineurs délinquants, rapidité et efficacité. Avec l'article 4, nous apportons une réponse judiciaire rapide et adaptée face aux troubles à l'ordre public occasionnés par une infraction grave pour laquelle un mineur est mis en cause, en créant une procédure de comparution immédiate pour les mineurs afin d'offrir aux magistrats une procédure rapide quand la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient. L'article 5 assouplit les conditions dans lesquelles les juridictions peuvent déroger aux règles d'atténuation des peines applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans, avec un dispositif équilibré, en supprimant le caractère exceptionnel de la dérogation à ces règles, en dispensant les juridictions de l'obligation de motiver spécialement leurs décisions visant à exclure l'application de ces règles lorsqu'il y a récidive, et en renversant le principe d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, avec des conditions restrictives évidemment. Le second objectif, c'est celui de responsabiliser les parents. Il suffit de rencontrer des travailleurs sociaux, des professeurs, des magistrats pour être lucide sur le désengagement total de certains parents. Oui, si certains enfants se livrent à des actes de délinquance, c'est parfois parce que les parents ont démissionné de leur rôle ou parce qu'ils ne voient parfois pas le problème à laisser leurs enfants passer leur soirée dehors. Alors oui, nous estimons qu'ils engagent leurs responsabilités. L'article 1 de cette proposition de loi facilite la caractérisation du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales prévues à l'article 227-17 du Code pénal. L'article 2 de la proposition de loi crée une obligation pour les parents de déférer aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative. Cet article prévoit en outre que le juge des enfants peut condamner à une amende civile les parents qui ne respecteraient pas sans motif légitime une telle obligation. L'article 3 de la proposition de loi porte sur la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leur enfant mineur, dont les conditions sont définies à l'article 1242 du Code civil. Il prévoit d'instaurer une responsabilité solidaire des parents de plein droit dès lors que ceux-ci exercent l'autorité parentale sur l'enfant mineur auteur du dommage. Les émeutes de juillet 2023 ont touché de nombreuses villes et ont marqué notre pays. Après le temps du constat et du diagnostic, nous n'avons plus le droit de temporiser. Nous devons agir. Cette proposition de loi n'est pas une simple réponse. C'est un rempart contre ceux qui croient que la République peut fermer les yeux. C'est un message ferme à une partie de notre jeunesse qui glisse vers la délinquance avec une violence parfois complètement décomplexée. Cette proposition de loi est une chance de nous rassembler autour de valeurs fondamentales qui fondent notre pacte républicain
le respect de l'autorité, le civisme. Cette proposition de loi maintient le principe d'une justice des mineurs qui bâtit sans briser, mais aussi qui sanctionne sans détruire et qui donne à chaque jeune une chance de se reconstruire. Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République soutient cette proposition de loi qui apporte une réponse claire et assumée aux attentes de nos concitoyens. Olivier Marleix pour le groupe Droite républicaine. Oui, merci Monsieur le Président. Nous ne sommes plus en 1945. La délinquance des mineurs a changé de nature, elle a changé de degré. Les mineurs sont désormais trop souvent instrumentalisés dans le trafic de drogue, notamment, justement, parce qu'ils sont mineurs et que leur âge leur offre une forme d'immunité, en tout cas immunité relative par rapport aux trafiquants qu'ils secondent. Les mineurs sont aussi présents de plus en plus dans des enquêtes pour des faits de terrorisme. C'est donc un changement grave de situation auquel nous avons à faire face. Alors il faut évidemment faire évoluer notre droit pénal des mineurs dans le respect des principes constitutionnels de la justice des mineurs, la primauté d'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, la spécialisation de la justice des mineurs. Mais très sincèrement, cette PPL ne mérite pas l'outrance de certains de nos collègues, tant elle est, j'ai envie de dire, minimaliste. L'article 4 a le mérite de réintroduire la comparution immédiate des mineurs supprimée en 2019, mais elle le fait très à minima, on y reviendra. L'article 5 supprime l'atténuation de la peine lorsque le mineur est en cas de récidive, mais là aussi on le fait sur des crimes, des délits très graves. En revanche, les autres mesures sont de portée un peu trop symbolique, et j'ai même, à titre personnel, mais on y reviendra, une inquiétude assez fondamentale sur l'article 1er. On a découvert l'utilité de l'article L227-17 du Code pénal au moment des émeutes de 2024 pour responsabiliser les parents, pour pouvoir sanctionner les parents défaillants. Et malheureusement, je crains que la nouvelle rédaction que propose ce texte vide cet article de sa substance. Merci. Vous avez raison, il y a eu des troubles à l'été 2024, mais il ne s'agissait pas d'émeutes urbaines. Blandine Brocard pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette proposition de loi apporte des réponses effectives à un besoin réel, malgré les différentes outrances qu'on a pu entendre d'un côté comme de l'autre. Ce besoin réel, c'est celui d'adapter notre droit pour faire face à des évolutions sociétales marquées par une montée des violences juvéniles et un sentiment d'impunité grandissant, tant dans l'imaginaire des délinquants que dans celui de notre société, trop souvent confrontée à des faits d'une violence extrême impliquant des mineurs. Ces faits, notamment ceux défiant de plus en plus violemment tout type d'autorité, aboutissant à la destruction ou à la détérioration de biens publics, à l'atteinte aux personnes, aux agressions physiques ou verbales, n'ont évidemment en rien leur place dans notre société et demandent une réponse ferme et rapide. Nous sommes cependant profondément attachés à la philosophie qui a toujours sous-tendu la justice des mineurs, l'équilibre entre sanctions, éducation et réinsertion. Une justice qui reconnaît que derrière chaque acte répréhensible se trouve un jeune cabossé et sans plus aucun repère, et que chaque mesure prise doit viser à prévenir la récidive tout en offrant une chance de reconstruction. Ainsi, nous saluons les mesures de cette proposition de loi visant à responsabiliser davantage les parents. Il est crucial que les familles jouent pleinement leur rôle dans l'encadrement et l'éducation des mineurs. La création d'un dispositif renforçant les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants est une avancée nécessaire pour répondre à certaines situations de défaillance parentale et que celles-ci soient sanctionnées. Il est indispensable, lorsqu'un délit est commis par un mineur, d'établir une chaîne de responsabilité et d'évaluer les influences. Or, les parents, je pense notamment à ceux qui profitent de leur influence sur les plus jeunes pour commettre à leur place les délits qui les enverraient, eux, majeurs, directement à la case prison. Nous reconnaissons également la pertinence de l'introduction d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 à 18 ans dans les cas les plus graves. Toutefois, nous insistons sur l'importance de maintenir un cadre strict garantissant le respect des droits de l'enfant.
Les principes d'atténuation des peines et de spécialisation des juridictions doivent rester des piliers intangibles de notre système, conformément à nos engagements internationaux et aux valeurs républicaines. Par ailleurs, cette loi introduit un débat essentiel sur la question de la proportionnalité des peines. L'atténuation de responsabilité pour les mineurs, ancrée dans notre droit, reste un impératif. Il s'agit de garantir que la réponse judiciaire tienne compte de la personnalité et du parcours du jeune, tout en permettant une sanction ferme et adaptée aux actes commis. Nous tenons également à rappeler que réprimer ne peut suffire. Le chemin vers une justice efficace passe par un renforcement des moyens alloués à l'accompagnement éducatif et à la réinsertion. C'est là que nous appelons le gouvernement à aller plus loin. Accélérer les procédures judiciaires ne doit pas se faire au détriment des mesures éducatives qui sont le socle d'une lutte pérenne contre la délinquance. Nous saluons donc la démarche équilibrée de ce texte qui entend conjuguer fermeté et humanité. Le groupe démocrate apporte ainsi son soutien à cette proposition de loi avec la volonté qu'elle s'inscrive dans une vision globale et ambitieuse pour nos mineurs. Merci Naïma Mouchou pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous examinons un texte qui répond à un constat que nous ne pouvons plus ignorer. La violence chez les mineurs explose et elle surgit à des âges de plus en plus précoces. Ce phénomène n'est pas qu'une succession de faits divers, c'est le symptôme d'un mal plus profond qui interroge à la fois l'autorité de l'État, la responsabilité parentale et notre capacité collective à transmettre dès le plus jeune âge les règles fondamentales de la vie en société. Cette tendance qu'on observe de mineurs de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, n'épargne aucun territoire. Elle est à l'œuvre dans mon département du Val d'Oise, département le plus jeune de France, où la délinquance a changé et où désormais les magistrats du tribunal judiciaire de Pontoise prononcent davantage de mesures répressives que de mesures éducatives. C'est un profond changement de paradigme. Nous partageons l'ambition du texte ici proposé. Dire que la délinquance juvénile, sous toutes ses formes, ne peut être tolérée et rappeler que l'impunité détruit le lien de confiance entre les citoyens et nos institutions. La justice des mineurs, dans notre tradition républicaine, n'est pas une justice d'abandon ni de stigmatisation. Il ne faut pas donner le sentiment que les mineurs ne sont plus des individus en construction. C'est vrai que le chemin est toujours étroit, mais il est possible. Nous soutiendrons donc les mesures de réponse pénale nécessaires pour réprimer comme il se doit les actes de violence, notamment d'hyperviolence. Nous soutiendrons les mesures de responsabilisation des parents, car si les mineurs sont sous l'autorité de la justice, ils sont aussi sous l'autorité parentale. S'agissant de la comparution immédiate, oui. À une réponse pénale rapide, oui. Nous nous interrogeons néanmoins sur la capacité des juridictions spécialisées à suivre le rythme dans un contexte de budget de la justice réduit. Plus généralement, nous serons attentifs aux équilibres, à la proportionnalité des sanctions ou à la constitutionnalité de certains dispositifs. C'est notre rôle de législateur. Enfin, nous attirons l'attention sur le fait que la justice des mineurs appelle de la fermeté, bien sûr, mais également des mesures de prévention. La question essentielle est toujours de savoir comment faire pour que les mineurs n'entre pas dans un cycle de violence. Pour y répondre, il faut avoir conscience de la désintégration aujourd'hui du cadre familial, avec l'absence de repères et le faible encadrement parental. Il faut avoir conscience de l'influence néfaste des réseaux sociaux, de la crise de l'autorité, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'érosion des figures d'autorité, policiers, enseignants, avec l'absence de limites aussi chez certains enfants. Il faut aussi avoir conscience de la faiblesse des structures éducatives, notamment dans les quartiers sensibles. Et comme j'ai coutume de le dire souvent ici, la justice, encore une fois, n'intervient qu'en dernier ressort, quand le mal est fait. Dans cette attente, je proposerai avec mon groupe plusieurs amendements pour rendre le texte plus en adéquation avec la réalité de la justice des mineurs. À l'article 1er, nous proposerons d'élargir le champ de la circonstance aggravante qui est applicable aux parents en prévoyant qu'elle s'applique en cas de condamnation définitive dès le premier crime qui aurait été commis par leur enfant. Nous proposerons de remplacer à ce même article la peine complémentaire de travail d'intérêt général pour les parents qui peut être refusée par un stage obligatoire de responsabilité parentale. À l'article 5, nous proposerons d'abaisser le seuil retenu pour restreindre l'excuse de minorité à 15 ans au lieu de 16 pour tenir compte de la situation réelle qui est celle d'un rajeunissement de la délinquance des mineurs. En résumé, nous saluons donc globalement les intentions de ce texte, même si nous resterons bien évidemment vigilants. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous avons tous à cœur la nécessaire protection de l'enfance. Cependant, nos solutions divergent. Il y a ceux qui pensent que la théorie de l'excuse, la permissivité, le laxisme sont les plus acceptables. Il y a ceux qui pensent qu'au contraire,
L'enfant, l'adolescent, pour se construire, a besoin d'autorité. Simplement leur rappeler les règles. Ces règles, dans un premier temps, ce sont les parents, la famille qui doit les lui apporter. Mais bien souvent, malheureusement, on constate des défaillances, c'est l'objet du texte. La deuxième source d'éducation à l'autorité, c'est l'école. Elle aussi, malheureusement, est bien chancelante aujourd'hui. Nous avons à examiner le troisième pilier, c'est la justice. Et ce texte que certains qualifient de circonstance ou de démagogique, eh bien, a le mérite d'essayer de restaurer en partie, et seulement en partie, cette autorité de la justice face à la délinquance des mineurs et à la responsabilité de leurs parents. Pour ceux qui vivent sur le terrain, pour ceux qui connaissent la réalité de notre société, il est indéniable que nous assistons à un phénomène préoccupant, et cela déjà depuis plusieurs années. Une partie de notre jeunesse est en train de glisser vers le rejet des règles de la République, mais surtout avec une violence gratuite et aveugle qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Oui, il est indéniable que le mineur de 2024 n'est pas celui d'il y a presque 80 ans. Les émeutes de juillet 2023 et non 2024 ne sont pas les premières que nous connaissions. Ces émeutes urbaines ont été marquées par le saccage, le pillage, la destruction de biens publics et privés par certains jeunes de cité. Gérard Collomb nous avait déjà prévenus en 2018. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. On y est aujourd'hui. Ces dernières émeutes ont mis en exergue les défis auxquels nous devons faire face, sans démagogie, et cette fois-ci de façon assez transpartisane, ce que j'observe, j'en suis ravie. Il est impératif que nous prenions des mesures concrètes pour y répondre et garantir que notre justice puisse agir efficacement contre cette violence des mineurs, trop souvent enhardis par le phénomène d'impunité qu'ils ressentent chaque fois qu'ils sont confrontés à la police ou à la justice. Et puis les Français ne supportent plus de payer la facture de ceux qui cassent tout à la moindre occasion et au moindre prétexte. Nous ne pouvons plus fermer les yeux aussi, et je le déplore comme vous, mais que certains parents abandonnent leurs responsabilités, créant ainsi un terreau fertile pour la délinquance quand ils n'en profitent pas quelquefois. C'est une réalité objective. Cette délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, il est temps d'essayer de l'enrayer. En responsabilisant les familles, c'est une solution que vous proposez. Et donc, nous avons prévu avec le groupe FDR, même si je fais mienne totalement les remarques fondées et étayées du rapporteur du Rassemblement national, qui a su mettre en exergue les failles de ce texte, ses faiblesses, et surtout la difficulté de son application pratique face aux difficultés de la justice que nous connaissons tous aujourd'hui. Néanmoins, il faut toujours essayer, et c'est la raison pour laquelle le groupe EDR, qui se veut objectif et qui ne refuse pas les bonnes idées, même lorsqu'elles viennent de leurs adversaires politiques, eh bien, votera cette proposition de loi dans le cadre de cette démarche transpartisane, tout en regrettant évidemment qu'elle n'aille pas au bout de la situation, car il est vrai qu'aujourd'hui, déjà, il y a longtemps que nous en parlons, il est peut-être temps de rabaisser la majorité pénale à 16 ans. Je viens d'entendre de certains même de proposer 14 ans. On n'en est peut-être pas là, mais en tous les cas, c'est sûr que 18 ans, aujourd'hui, le mineur de 18 ans est un véritable adulte qui profite de la situation et qui, surtout, s'enrichit de cette dernière. Donc, je voterai ce texte. Merci. Sacha Houlié. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai été extrêmement surpris de voir le dépôt de cette proposition de loi, puisque dans la consultation qui avait été proposée par le Premier ministre, j'avais dit toute mon hostilité à son dépôt dans une lettre que je tiens à la disposition de la Commission, puisque je l'avais écrite au nom de la Commission des lois, qui s'était intervenue 2 fois par 2 missions d'information, en 2019 préfigurant le Code de justice pénale des mineurs, et puis ensuite en 2023 l'évaluant. Les rapporteurs de ces missions d'information étaient Cécile Untermeyer et Jean Terlier. Voilà. Et donc ces rapporteurs étaient aussi, semble-t-il, opposés dans les principes aux dispositions que nous allons étudier tout à l'heure et que d'autres vont défendre. J'ajoute aussi que l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, considérait que les dispositions proposées par Gabriel Attal, il m'a autorisé à le dire, donc je peux le dire, étaient aussi inefficaces que dangereuses. Éric Dupond-Moretti. Voilà. Donc, sur la question de la responsabilisation des parents, d'une part, sur la question de l'audience en comparution immédiate, qui dévoie d'ailleurs l'audience unique qui existe déjà pour juger les mineurs dont commettent les faits les plus graves, et puis plus encore sur l'atténuation de la responsabilité, dont on sait qu'elle a été expérimentée dans une forme édulcorée par Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, et pour la forme qui est proposée aujourd'hui, dont on sait qu'elle ne remplit peut-être même pas les créneaux de la jurisprudence constitutionnelle, et donc c'est au risque et ses périls.
Le texte qui est proposé ici, donc avec les dispositions que j'ai rapidement décrites, il remet en cause tous les principes que nous avons étudiés, élaborés et soigneusement inscrits dans le Code de justice pénale mineure, la spécialisation des juridictions et des procédures, la primauté de l'éducatif sur le précif, l'atténuation de la responsabilité selon l'âge. Elle part sur un postulat qui est complètement erroné, qui est celui de l'inflation du nombre d'infractions et dont Elsa Fossillon vient de décrire les statistiques de la chancellerie qui décrivent qu'elle n'est pas réelle. Et puis, elle donne aussi à voir finalement des intérêts cachés, puisque, en fait, en termes opérationnels, les deux dispositions de l'article 4 et de l'article 5, ils vont profondément déstabiliser les juridictions, dont on a vu dans le rapport de 2023 qui évaluait le Code de justice pénale des mineurs, qu'elles avaient quand même du mal à absorber toute une partie déjà du stock des affaires en cours, ce qui pose en soi une difficulté. Alors, pour respecter la parole du rapporteur Terlier, j'ai proposé tous les amendements que lui avait suggérés. Donc, je les avais proposés d'abord à Gabriel Attal en tant que Premier ministre. L'investigation sur la personnalité du mineur pour qu'on en tienne davantage compte dans les peines qui seront prononcées. L'obligation de produire avant toute incarcération d'un mineur un rapport éducatif pour la saisine du JLD. La limitation du recours à l'audience unique, qui évidemment s'inscrit dans un sens qui est radicalement contraire, orthogonal à l'idée de l'article 4. Une période de mise à l'épreuve avec une mesure de justice réparative ou encore une organisation de l'appel sur la culpabilité pour que l'on ait d'abord un jugement d'appel sur la culpabilité avant de délibérer sur la sanction. Je pense que tous ces outils seront autrement plus utiles et c'est peut-être la façon dont nous pourrons utilement travailler dans le cadre de l'examen de cette PPL. Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à sauver des dispositions initiales proposées par l'ancien Premier ministre. Bien, peut-être quelques éléments d'appréciation, monsieur le rapporteur, par rapport à l'ensemble de ces remarques. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il me revient la difficile mission d'essayer de répondre à la fois à ceux qui considèrent que cette proposition de loi présentée par Gabriel Attal serait minimaliste, mon collègue Marlex, et puis à la fois peut-être du côté de mon collègue socialiste qui considère que cette proposition de loi, elle fait obstacle à l'état de droit et au grand principe de la justice pénale des mineurs. Je voudrais répondre peut-être à chacun des orateurs, mais de manière peut-être un peu globale, peut-être sur les propos de Sacha Houlié. Cette proposition de loi, elle ne vient pas remettre en cause ni l'ordonnance de 45, ni le code de justice pénale des mineurs que nous avons voté en 2021. En rien, elle ne vient remplacer les dispositifs que nous avions votés alors en 2021, dont nous avons fait pour partie une évaluation. Et en rien, surtout, elle ne vient remettre en cause les grands principes constitutionnels de la justice pénale des mineurs. Sur la primauté de l'éducatif et du répressif. Vous venez nous dire, au fond, cette mesure de comparution, enfin, sur le modèle de la comparution immédiate, elle vient, au fond, privilégier le répressif sur l'éducatif. Mais enfin, si vous regardez les conditions d'ouverture de cette comparution immédiate, de quoi parlons-on si on rentre dans le dispositif? On parle de mineurs qui auraient commis des infractions pour une peine encourue de 7 ans, 5 ans en flagrance, qui seraient des mineurs en état de récidive légale et pour lesquels on aurait un rapport ou un recueil de données socio-économiques qui serait présent avec la possibilité pour le mineur, s'il le souhaite, de renoncer à la possibilité de cette procédure. Donc on le voit bien que cette procédure à l'article 4, eh bien, elle sera utilisée de manière très exceptionnelle à la main des parquets, avec une procédure qui demeure la procédure principale, qui est celle de la césure, où il est privilégié, après le jugement sur la culpabilité, une mise à l'épreuve éducative. Donc le principe de l'éducatif sur le répressif est bien respecté, et ce, nonobstant la mise en place de cette nouvelle procédure à l'article 4. De la même manière, considérer par principe qu'un mineur ne peut pas être jugé comme un majeur et par principe, en quoi les dispositions de l'article 5 viennent remettre en cause ce principe fondamental reconnu par les lois de la République? En rien. Je me permets de vous le dire, chers collègues, et vous l'avez dit, aujourd'hui, il est déjà possible pour un juge, par décision motivée, de considérer qu'un mineur de 16 ans peut être jugé comme un majeur. Non mais attendez, ça existe déjà. Aujourd'hui, à quoi correspond en pourcentage, puisque vous avez assisté pour partie aux auditions, à quoi correspond en pourcentage des condamnations pour les mineurs? 0,24% des condamnations des mineurs ont fait l'objet, donc par le juge,
d'une suppression de l'excuse de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui existe déjà, mais qui, dans sa fonctionnalité, eh bien, n'est pas opérationnel puisqu'il ne correspond qu'à 0,24% des condamnations. Premièrement. Mais sur le principe demeurera évidemment le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale. Et ce que l'on met en place, ce sont des exceptions. Pardon. Ce sont des exceptions qui sont déjà prévues par la loi sous le contrôle du juge, qui appréciera en fonction de la personnalité du mineur des circonstances de l'espèce, si oui ou non il doit conserver ou pas cette atténuation de la responsabilité pénale, en motivant la décision ou, comme on le dit, par principe, en considérant que la responsabilité pénale du mineur doit être appliquée comme pour celle des majeurs, mais à charge pour le juge en fonction des éléments dont il dispose et pour, encore une fois, des faits qui sont très graves. On parle de mineurs qui sont en état de récidive légale, de double récidive légale. On parle de mineurs qui auraient commis 3 crimes et pour lesquels le juge pourra, même en présence de ces cas-là, considérer par décision motivée que l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur doit être préservée. Donc, encore une fois, le principe de l'atténuation pénale de la responsabilité pénale du mineur est préservé. Ce sont des exceptions dont nous allons discuter dans un cadre constitutionnel qui a été éprouvé, et j'y reviendrai, mais en aucun cas une remise en cause des grands principes de la justice pénale des mineurs. Je répondrai peut-être aussi également sur le volet civil, qui, me semble-t-il, fait l'objet d'une grande confusion. Encore une fois, nous sommes dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative où nous avons des parents qui sont convoqués à une audience ou une audition, dans le cadre de décisions qui sont excessivement importantes pour le mineur. On va décider parfois du placement du mineur. Et en l'occurrence, et vous avez raison, c'est la collègue du Rassemblement national qui l'a indiqué, dans l'immense majorité des cas, les parents sont présents. Les parents sont présents et effectivement, il n'y a pas de discussion sur cet aspect-là. Effectivement, il nous faut ici privilégier le fait que les parents acceptent et évidemment ces éléments-là. Mais dans les quelques cas, encore une fois, où les parents ou le parent, et je parle des pères, ne seraient pas présents pour s'occuper d'une décision, dans le cadre d'un élément très important sur la décision qui sera prise de placement d'un mineur, venir mettre un outil complémentaire à la main du juge qui appréciera l'état de solvabilité des parents, qui appréciera les circonstances dans lesquelles les parents ne se sont pas présentés, eh bien la possibilité de mettre une amende civile à ces parents-là, dans des cas qui sont excessivement contraints, à la main du juge, encore une fois, qui appréciera, ne me semble pas, là aussi encore, dépourvu de toute utilité. Sur l'article 3, on y reviendra sur la responsabilité des parents. Il y a une confusion entre l'alinéa 1 et l'alinéa 4, mais c'est notre collègue du Rassemblement national qui l'évoquait. Du côté de la France insoumise, eh bien, la délinquance est en baisse. Je ne crois pas, ce n'est pas les éléments statistiques dont on dispose. Elle n'est pas en hausse, elle se maintient. Non, elle se maintient à un niveau qui est plutôt stable, mais qui est plutôt de manière élevée. Mais ce qu'on constate, et je remercie ma collègue Naïma Mouchou et d'autres de l'avoir dit, c'est qu'on a effectivement le résultat de ce qu'on a, une délinquance des mineurs, notamment sur les plus de 5 ans, avec des actes qui sont de plus en plus violents. Et je crois qu'à la fois les dispositifs qui sont insérés dans cette proposition de loi, justement, ne viennent pas s'appliquer à l'ensemble des mineurs, mais viennent cibler justement cette population de mineurs de plus de 16 ans et sont évidemment les bienvenus. Et je tiens ici à remercier les propos qui ont été tenus par Blandine Brocard, mais aussi également par Laure Miller pour les groupes EPR et MoDem. Peut-être, pour terminer sur les différents éléments, je pense peut-être répondre à notre collègue socialiste.
on va appréhender les articles les uns après les autres et on va débattre, mais je pense qu'il faut nous sortir un peu des caricatures. Non, cette proposition de loi ne remet pas en cause le fondement de l'état de droit et les principes de la justice pénale des mineurs. On aura l'occasion d'en discuter, mais je pense qu'il faut qu'on sorte peut-être de ces éléments-là pour en discuter. Et vous avez raison, article par article. Encore une fois, il ne sert pas à travers cette proposition de loi de caricaturer les parents qui n'a pas réussi à empêcher la commission d'une infraction par le mineur. Ça n'est pas du tout le sens de l'article 1. Encore une fois, on parle ici d'un délit de soustraction de parents qui ont sciemment, par les manquements graves et répétés à leurs obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants, contribué à ce que ces derniers commettent des infractions. C'est de cela évidemment que l'on parle et pas de ces parents qui ne sont pas évidemment visés par les dispositions de l'article 1. La proposition de loi est fortement critiquée par la défenseure des droits, les associations de défense des mineurs, mais aussi par la gauche de l'hémicycle. Une gauche qui dénonce une dérive réactionnaire. Avec le soutien du groupe Lyotte, les députés socialistes, insoumis et écologistes vont réécrire les articles clés du texte jusqu'à le vider totalement de sa substance. Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Nous examinons aujourd'hui un énième texte répressif, mais cette fois en direction des enfants. 3 ans seulement après la grande réforme du Code de la justice pénale des mineurs, qui avait déjà extrêmement durci le droit pénal applicable aux mineurs, tel qu'il ressortait de l'ordonnance de 1945, vous remettez une pièce dans la machine répressive sans même avoir fait l'état de l'impact de la dernière réforme en la matière. Voici un texte qui répond visiblement à un calendrier politique et non pas à un besoin. Un texte contre-productif à l'égard de ceux dont nous devons plus que tout défendre l'intérêt supérieur, comme l'ont rappelé la grande majorité des professionnels que vous avez auditionnés la semaine dernière. Les nouvelles dispositions prévues par le Code de la justice pénale des mineurs de 2021 commençaient déjà à grignoter les principes fondamentaux qui font de la justice des mineurs une justice spécialisée, et cette proposition de loi, qui tente à rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs, va encore plus loin. Sans grande surprise, cette proposition de loi reprend en partie les éléments annoncés par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Accélération de la pénalisation des mineurs par la comparution immédiate, responsabilité pénale des parents du fait de leurs enfants et fin de l'atténuation de responsabilité en cas de récidive. Cette vision autoritaire et paternaliste est déconnectée des réalités sociales qui entourent la délinquance des mineurs. Plus de la moitié de ces mineurs pris en charge pénalement ont fait l'objet d'un suivi au titre de l'enfance en danger. Donc, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes structurels participant à la délinquance des enfants, la précarité, la maltraitance, la déscolarisation, la souffrance familiale, cette proposition de loi préfère incriminer des parents soi-disant défaillants et aggraver les sanctions contre des enfants souvent premières victimes de leurs propres conditions de vie, du désengagement de l'État et de la défaillance de l'action sociale. Il est important de rappeler que, selon les données du ministère de la Justice, la délinquance chez les mineurs est en baisse, tandis que les actes de violence subis par ces derniers augmentent. C'est un signal alarmant qui témoigne d'une défaillance systémique dans la protection de l'enfance. Dénué de toute vision globale et tel un pompier pyromane, M. Attal prétend résoudre ici un problème que sa propre politique n'a de cesse d'alimenter, l'austérité et ses conséquences dramatiques sur toute la chaîne éducative et judiciaire accompagnant les mineurs. Comme l'exprime avec clarté le syndicat de la magistrature, combien de fois faudra-t-il que les praticiens et les professionnels de terrain répètent que l'autorité la plus structurante est celle qui protège, pas celle qui menace ? Votre logique répressive, qui déresponsabilise l'État et déshumanise les mineurs, est non seulement inefficace, mais dangereuse. Ce texte ne répond à aucune des causes profondes du mal-être des jeunes. Il ne prend pas en compte les manques de moyens dans les services éducatifs et sociaux, ni l'énorme retard de l'État dans l'accompagnement des familles en difficulté. Il est urgent de sortir de ces préjugés méprisants et déconnectés de la réalité, selon lesquels les parents de ces jeunes seraient moins concernés par le sort de leurs enfants et chez qui la délinquance serait, à vous écouter, innée, alors qu'il s'agit d'enfants dont la construction n'est par définition pas terminée, des enfants qui se situent dans le moment charnière qu'est l'adolescence, au sein de familles souvent très démunies face à la situation. C'est ce constat que dressent les juges des enfants, défenseurs des droits, avocats, éducateurs, c'est-à-dire toutes celles et ceux travaillant au plus proche d'une réalité dont vous semblez terriblement éloignés.
La justice des mineurs doit être restaurée dans sa fonction éducative afin d'accompagner ces jeunes sur le chemin de la réhabilitation. Votre réforme est un échec annoncé et ne répond pas à la question de fond. Comment empêcher que ces jeunes tombent dans la délinquance ? La prison n'est pas une solution pour ces enfants et encore moins pour leurs parents. Il est urgent de traiter ces jeunes pour ce qu'ils sont, des enfants. Des enfants parfois en danger, souvent perdus, qui ont besoin d'une prise en charge éducative renforcée et d'un accompagnement personnalisé. Voilà où se situe la clé de voûte de la justice des mineurs. Merci. Marc Pénat pour le groupe socialiste et apparenté. Ça fait juste 4 minutes. Pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans un zèle répressif coutumier d'une partie du bloc central, cette proposition de loi confond fermeté et brutalité, autorité et autoritarisme. Cette confusion, loin d'être anecdotique, est lourde de conséquences. Elle trahit une vision de la société où le pouvoir ne s'exerce plus pour construire, émanciper, mais pour contraindre, stigmatiser. Après avoir agité le spectre de l'ordre sans contenu en devenant ministre pour occuper l'opinion, Gabriel Attal, redevenu député, s'attaque désormais à la justice des mineurs, sacrifiant nos principes fondamentaux sur l'autel d'une démagogie prête à satisfaire une nouvelle fois, on vient de l'entendre, le discours de l'extrême droite. Ce texte que vous présentez avec gravité comme la réponse ultime à la délinquance des mineurs s'inscrit dans une tradition bien connue à droite, celle qui préfère le bruit des coups de communication à la discrétion des solutions de fond. Vous proposez ainsi 3 mesures qui s'inscrivent dans une logique punitive rétrograde. 3 attaques directes contre les fondements de l'état de droit et de la justice, en particulier celle des mineurs, celle, je vous le rappelle, des enfants de la République. Mais ce texte est bien plus qu'un simple dispositif répressif. C'est un manifeste politique. Il incarne votre populisme. Oui, votre populisme. Une machine à dévoyer les principes républicains pour offrir des satisfecits à une opinion que vous préférez séduire plutôt qu'élever. En prétendant responsabiliser les familles, vous masquez bien mal le mépris social dont votre texte est imprégné. Il faut sans doute être né et avoir grandi toute sa vie dans le 7e arrondissement de Paris pour imaginer que la délinquance juvénile disparaîtra à coup de sanctions financières ou de travaux d'intérêt général imposés aux parents. Mais savez-vous qui vous ciblez ? Vous ciblez des familles souvent monoparentales, plongées dans une précarité écrasante. Croyez-vous sérieusement qu'en condamnant un parent pour n'avoir pas su empêcher les errements de l'un de ses enfants, vous apporterez une réponse digne ? En 2023, sur les 180 000 mineurs impliqués dans des affaires judiciaires, seule une minorité, contrairement à ce que vous venez de dire, était impliquée dans des crimes graves. La majorité des faits reprochés relèvent d'infractions mineures, souvent révélatrices des fractures sociales. Car, je vous l'apprends peut-être, ces mineurs sont des jeunes déscolarisés, exclus par un système éducatif à bout de souffle, qui n'offre ni accompagnement ni horizon. Des jeunes au banc de la République, délaissés par les services publics les plus fondamentaux, des jeunes exclus de notre contrat social. Ces enfants, ces familles n'ont pas besoin de la matraque législative. Elles ont besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement. Punir les parents, c'est emprunter un chemin bien commode, celui de la culpabilisation individuelle, en jetant le discrédit sur le parent pour masquer les défaillances de l'État. Ce texte semble ainsi vouloir inscrire dans la loi l'idée que chaque parent, pris isolément, porterait l'entière responsabilité des actes de son enfant, comme si les contextes sociaux, économiques et même institutionnels pouvaient être balayés d'un revers de la main. Une telle vision est non seulement erronée, mais profondément injuste. C'est bien cela que vous confondez dans ce texte, l'autorité qui émane d'une confiance collective dans les institutions et dans la capacité de l'État à protéger et à éduquer, avec l'autoritarisme qui s'impose par la peur et la sanction. Car l'autorité véritable, voyez-vous, ne se décrète pas, elle se construit, elle repose sur une société qui garantit l'égalité des chances. Bouria Mirchahi pour le groupe écologiste et social.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le défi que représente la lutte contre la délinquance juvénile doit en effet être pris avec sérieux et discernement, et certainement pas à coup de communication viriliste et encore moins à coup de menton. Malgré les intentions énoncées par son auteur, nous n'avons repéré aucune disposition qui, je cite, s'inscrive dans le respect des principes à valeur constitutionnelle de la justice des mineurs. Nulle part. En prenant pour prétexte les révoltes urbaines de juillet 2023, auxquelles rien dans ce texte, alors vraiment rien, ne vient répondre, la PPL s'inscrit dans une réponse exclusivement répressive, sécuritaire et carcérale, qui par ailleurs ne tente même pas d'appréhender les causes structurelles de cette violence. Des causes que, même involontairement, vous nourrissez par les effets de vos politiques, qu'il s'agisse de la politique de la ville, de l'éducation ou l'abandon de la protection de l'enfance. C'est donc avec une profonde inquiétude que nous accueillons cette proposition de loi qui représente à nos yeux une faillite doctrinaire. En dépit des alertes unanimes ou quasi unanimes des professionnels, cette proposition abandonne les principes fondamentaux du tout récent code de la justice pénale des mineurs. Et monsieur le rapporteur, vous étiez déjà vous-même le rapporteur de cette réforme il y a 3 ans. Comment justifier aujourd'hui un tel reniement sans avoir eu le début du commencement d'une évaluation, ni fourni des données crédibles et objectives? Ce texte cherche d'ores et déjà à démontrer des principes essentiels. Premièrement, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs selon leur âge d'abord, un principe consacré par la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, inscrit à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France. Et pourtant, à l'article 5 de la proposition, on va jusqu'à instaurer une exclusion automatique équivalent à juger des mineurs comme des majeurs. Deuxièmement, la primauté de l'éducatif sur le répressif, principe qui fait ses preuves quand on lui en donne les moyens, et pourtant, ce texte propose seulement de juger plus sévèrement, sans aucune mesure éducative en contrepartie. Troisièmement, l'article 4 instaure pour les mineurs dès 16 ans une procédure de comparution immédiate, dont les dérives sont déjà bien documentées pour les majeurs. Pire, elles entraîneraient ici des délais de détention provisoire allongés. Allons bon, on n'a qu'à tous les enfermer. Quatrièmement, et que dire de la criminalisation des parents? En effet, à l'article 1er, on engage leur responsabilité pénale pour des actes qu'ils n'ont pas commis, en violation évidente du principe fondamental de personnalité des peines. Je cite, « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Pour rappel, selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance, un tiers des mineurs poursuivis en protection de l'enfance font l'objet de poursuites pénales à un moment donné. Il s'agit de familles déjà en grande difficulté, des parents qui auraient davantage besoin de soutien à la parentalité que de sanctions, car nombre d'entre eux, ce sont des parents qui sont dans des situations de précarité, d'isolement social, de monoparentalité ou d'état de santé dégradé. L'article 2 pousse même le sadisme à contraindre les parents à adhérer à des décisions d'assistance éducative par la menace de sanctions financières, alors même que l'exposé des motifs reconnaît que ces mesures sont d'autant plus efficaces qu'elles s'appuient sur leur adhésion volontaire. Les professionnels de terrain, quasi unanimes, nous ont alertés. L'ensemble du texte est aussi incohérent que contre-productif. Pousser à la comparution immédiate, c'est-à-dire à la prison, c'est pousser à la récidive. Au sortir de la discussion budgétaire, M. Attal écrivait dans son exposé des motifs « Les Français ne comprennent pas que l'on ne donne pas à la justice les moyens d'agir ». C'est le même M. Attal, Premier ministre, qui a organisé un plan social de 500 postes à la PJJ. Des postes d'éducateurs, de psychologues, d'assistants sociaux. Alors oui, à vrai dire, on ne comprend pas. Nous ne comprenons pas cette proposition élaborée sans évaluation et sans bilan. Le groupe écologiste et social votera contre cette proposition. Et permettez-moi de rappeler ces mots de l'ordonnance du 2 février 1945. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance. Et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduit en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Tâchons de ne pas trahir cette promesse. La violence et les fractures qui traversent notre société touchent directement les mineurs. Les émeutes de juin 2023 et les épisodes de violence plus récents, tant dans l'Hexagone qu'en Outre-mer, ne sont que l'expression de ces tensions et appellent une réponse. Je tiens toutefois à nuancer l'ampleur du phénomène. Il est question ici de 168 000 mineurs mis en cause dans des affaires de délinquance, soit seulement 2,5 des 10-17 ans, et j'ajoute que sur ce total, seul un petit nombre d'entre eux, environ 30 000, sont condamnés. Cette délinquance reste donc contenue et il ne faut pas tomber dans un discours alarmiste qui justifierait de bafouer les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs.
Ma première réserve sur ce texte porte donc sur la nature de la réponse à apporter. S'il est nécessaire d'être ferme, je suis convaincue que la répression seule ne pourra jamais être une solution efficace. C'est pourtant ce que vous proposez, une logique du tout répressif. Où est l'accompagnement? Où est l'aide à l'insertion? Où est la protection? Dans votre proposition, je ne vois rien pour aider les mineurs et leurs parents, alors même que l'accompagnement est une nécessité pour éviter la récidive. Je pense que cette omission est la principale faille de votre proposition de loi. J'en viens aux mesures que vous proposez. Seule la responsabilisation des parents, je rejoins votre objectif là-dessus, l'implication des parents est une nécessité pour trouver une solution pérenne à un mineur délinquant. Pour ma part, je suis plutôt favorable à leur participation à un stage de responsabilité pour impliquer les parents qui, pour des raisons multifactorielles, méconnaissent leurs obligations légales à l'égard de leurs enfants mineurs au point de compromettre sa sécurité ou son éducation. Je voudrais aussi émettre une réserve concernant la création d'une amende civile. Si toute obligation impose une sanction, la sanction financière n'est pas adaptée. Le risque est tout simplement que les parents concernés n'aient jamais les moyens de la régler, ce qui ne ferait qu'ajouter de la précarité à la précarité. S'agissant de la comparution immédiate pour mineurs, à mes yeux, il n'est pas souhaitable de mettre en place une telle procédure pour les plus jeunes. La justice se doit d'être rapide, mais elle ne doit pas être expéditive. Il serait préférable de prévoir un délai maximum plus strict de tenue de l'audience. Enfin, je terminerai avec l'article 5, qui établit des dérogations au principe d'atténuation des peines pénales des mineurs. Je tiens à rappeler que l'atténuation des peines est un principe à valeur constitutionnelle qui est aussi garanti par la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. Même si vous précisez que vous ne ciblez que les jeunes de plus de 16 ans et dans des circonstances précises, toute remise en cause de l'atténuation des peines ou la primauté de l'éducation sur le répressif n'est pas acceptable. De même, la version des peines prévues qui reviendrait à appliquer d'office les peines pour les majeurs paraît complètement disproportionnée. Les principes fondamentaux de la justice doivent être préservés. Merci. Merci. Elsa Fossillon pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je me disais en écoutant le rapporteur combien le regard et le traitement qu'une société porte sur sa jeunesse est, je trouve, un excellent indicateur pour mesurer comment l'État est en capacité de protéger ou non. Et là, je vois combien vous vous éloignez de cette responsabilité de l'État à protéger ses citoyens et particulièrement les plus vulnérables. Vous le savez, on est maintenant 3 ans après l'adoption du Code de la justice pénale des mineurs, et vous le savez, vous, monsieur le rapporteur, très bien. Et là, avec cette proposition de loi qui soit risque d'alourdir des procédures, porter un regard toujours plus répressif, mais aussi avoir une forme d'inutilité en dehors de mettre dans le débat public de nouveau des mesures répressives, je crois que ça met en danger en tout cas les principes fondamentaux de la justice des mineurs. On voit aussi que tout ça est fondé sur des sentiments plus que sur des chiffres. C'est parsemé de poncifs réactionnaires. Cette loi viserait à provoquer, je cite, un sursaut d'autorité, présentant alors l'autorité comme une fin en soi. Et ça, c'est suite aux révoltes nées de la mort de Nahel par un tir policier et qui, en fait, ne tirent aucune conséquence des faits réels des émeutes, des révoltes urbaines. D'ailleurs, 83% de ceux qui ont été condamnés suite aux révoltes urbaines, en fait, étaient à leur première arrestation, premier délit constaté. D'abord, sur les chiffres, l'explosion de la délinquance des mineurs, si elle doit être prise au sérieux, la délinquance des mineurs, elle doit être regardée avec précision et pas au pifomètre. Et selon les statistiques de la chancellerie, l'activité des juges des enfants et des tribunaux pour enfants a concerné un nombre relativement stable de mineurs, auteurs d'infractions pénales depuis 3 ans, soit 47 385 au cours de l'année 2023 contre 62 568 en 2019. Le constat de départ n'est donc pas rigoureux. Maintenant, je vais dire pourquoi il nous semble qu'il y a des éléments dangereux dans cette proposition. Les articles 1 à 3, qui contiennent plusieurs mesures visant à responsabiliser les parents dits défaillants, est une approche exclusivement répressive et qui ne constitue donc pas un vrai soutien à la parentalité si on veut vraiment pouvoir agir et protéger, puisque ces enfants, ils sont protégés, ils peuvent l'être par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse.
Et vous le savez très bien, ça a été dit dans les auditions, l'adhésion des parents aux mesures éducatives et pénales ne saurait s'imposer par la contrainte. C'est ce que l'on appelle les défaillances des parents quand elles sont relevées, leur difficulté à assurer l'éducation de l'enfant, à permettre son développement physique, affectif, intellectuel ou social. C'est justement à l'origine de la mesure d'assistance éducative. Le problème, c'est la difficulté aujourd'hui à ce qu'elle soit réellement mise en place et qu'elle soit effective. Si les difficultés et la démobilisation persistent, la mesure d'assistance éducative sera de toute façon renouvelée par le magistrat et elle peut être y compris renforcée. L'article 1 en particulier est une mesure qui tend à affaiblir le délai de soustraction d'un parent à ses obligations légales. La notion de caractère répété ou de gravité constitue un recul majeur. J'avance puisque je vois le temps qui coule sur les articles 4 et 5, créant une comparution immédiate pour les mineurs et mettant en place des modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs, porte gravement atteinte à la Convention internationale des droits de l'enfant et à l'esprit de l'ordonnance de 1945 qui a déjà été rappelé. Pourquoi nous faisons si peu confiance à la fois à notre jeunesse, mais aussi à tous les services publics, aux personnes qui, dans cette société, sont en capacité de le faire à partir du moment où on leur donne les moyens. Finalement, c'est une sorte d'aveu de déclin, je trouve, que d'être uniquement sur ce volet répressif quand on parle de la jeunesse. Et finalement, c'est un texte totalement réécrit qui est voté par les députés de la Commission des lois, loin de la copie originale de ses auteurs. En effet, lors de la reprise des débats à 21h30, eh bien, la salle de la Commission s'est vidée d'une partie de ses membres, laissant le champ libre à la gauche pour réécrire la copie. Ce n'est absolument pas le texte que nous souhaitons, a déploré le rapporteur Jean Terlier. Le texte, dans sa version amendée, arrivera donc dans l'hémicycle de décembre. Alors qu'est-ce qui a été voté ? Eh bien, les députés ont fait rejeter l'article qui instaure la possibilité d'une procédure de comparution immédiate, mais aussi l'article 5 qui limitait l'atténuation des peines pour des mineurs de 16 ans et plus auteurs de faits graves. Enfin, l'article visant à rendre les parents de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leur enfant a lui aussi été repoussé. Suspense maintenant le 2 décembre dans l'hémicycle où ce texte sera à nouveau soumis au vote des députés. C'est la fin de cette séance. À très bientôt sur LCP.